Parfait. Et on va pouvoir commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous à la seconde partie de la 15e édition des ANED. Donc, je m'appelle Pauline Dolk et avec Yanis Gertaoui, nous serons les animateurs de cet entretien qui porte sur le thème de l'éducation et plus particulièrement sur la question et la nécessité d'une éducation au développement durable. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Alors, avant de commencer, nous vous demandons vraiment de ne pas allumer vos caméras et évidemment d'éteindre vos micros. L'entretien se déroulera en 2 temps, 45 minutes d'intervention, d'échange, suivi de 15 minutes de questions que vous pouvez poser via le chat et que nous relayerons par la suite. Monsieur Jouzel, bonjour et merci d'être avec nous et de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, d'abord, bonjour à tous les deux, Pauline et Yanis, merci d'avoir organisé cet échange. Et puis bonjour à vous tous qui êtes et toutes qui êtes derrière l'écran. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de vous montrer ni le droit de parler, mais vous le ferez, j'espère, dans quelques dizaines de minutes. Me présenter, donc oui, moi, je suis, mon métier c'est chercheur, hein, donc j'ai travaillé toute ma carrière de chercheur a été consacrée en fait, à l'évolution du climat. Mon domaine d'expertise, c'est vraiment l'évolution passée de notre climat, largement à partir de l'étude des glaces polaires. Et en fait, cette expertise s'est naturellement étendue au climat d'aujourd'hui, c'est nécessaire, et au climat aussi du futur. Il y a effectivement une continuité entre climat du passé, climat présent et climat du futur. En gros, ce que nous apportent les études passées de notre climat, et c'est ce qui m'a intéressé, ça nous apporte vraiment des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Moi, j'ai eu la chance d'être associé à cette découverte d'un lien entre variation climatique dans le passé et effet de serre, hein, en particulier à travers les résultats du forage de Vostok en Antarctique, c'était dans les années 80, et donc on voit bien, c'était vraiment la première fois qu'on mettait en évidence de façon vraiment très bien illustrée, disons, le rôle de l'effet de serre dans le climat terrestre. Donc c'était important. J'ai aussi été associé à la découverte des variations climatiques rapides. Donc là aussi, il y a une pertinence parce que ces variations climatiques rapides, elles ont pris place à l'échelle, elles sont très locales, mais elles prennent place à l'échelle d'une vie humaine et moins. Donc voilà, donc ma carrière de chercheur, donc c'est vraiment sur l'évolution du climat. Ça m'intéresse toujours, évidemment. J'ai fait toute cette carrière disons, pratiquement dans le même contexte, celui d'un laboratoire du commissariat à l'énergie atomique. Je suis ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, enfin directeur de recherche émérite actuellement. Dans toute cette carrière, donc, mais enfin, c'était aussi un laboratoire associé au CNRS à l'université. J'étais directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont ce laboratoire, qui est maintenant le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, est disons, des composantes. Et disons que je dirais que mon intérêt s'est naturellement élargi, en particulier à partir des années 90, au climat du futur, en particulier, je dirais, grâce à ma participation au GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, j'y ai participé pendant une vingtaine d'années, d'abord comme auteur des 3e et 4e rapports, et puis ensuite, des 2e et 3e rapports, et ensuite de 2002 à 2015 comme l'un des vice-présidents de son groupe scientifique. Donc ça m'a amené évidemment à m'intéresser plus au climat du futur. Je l'ai fait aussi justement à travers l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont j'ai été directeur dans les années 2000, parce que effectivement, le climat du futur, nous ne pouvons l'appréhender qu'à partir de modèles. Et donc, un des modèles en France, il y a 2 modèles en France qui s'intéressent, qui contribuent disons avec d'autres modèles au niveau international, à faire des projections de l'évolution de notre climat, dont celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et comme j'en étais directeur, ça m'a évidemment intéressé, même plus, je m'y suis assez impliqué. Voilà, donc c'est ça ma carrière scientifique. Et puis, à partir des années 2000,
Alors moi, je pense vraiment que oui, je constate que c'est une conséquence de la visibilité que nous a donnée, disons collectivement, je dirais, que nous ont donné ces travaux sur les glaces polaires. Cette visibilité a d'abord attiré l'attention des médias. Hein. Disons que depuis les années 80, pratiquement, j'ai régulièrement des sollicitations par les médias. Et puis, des décideurs politiques, parce que finalement, les décideurs politiques aiment bien aller vers disons, quand ils ont un problème scientifique, aller aussi vers les scientifiques qui ont déjà acquis une visibilité. Finalement, et c'est ce qui s'est passé pour moi, et je me suis naturellement intéressé aux aspects plus alors sociétaux d'abord, mais aussi y compris géopolitiques de ces recherches sur le climat, avec un intérêt évidemment quand on parle d'études de variation climatique, c'est tous les aspects liés à l'environnement en général qui m'ont intéressé. Donc je l'ai fait à travers d'abord la participation au Grenelle de l'environnement, puis disons régulièrement depuis une quinzaine d'années, j'ai des contacts plus au niveau politique, Justement, enfin disons avec des décideurs politiques. Hein, Monsieur Josel, Oui, vous parlez allez-y des Pauline. décideurs politiques. Justement, je voulais vous poser une première question par rapport au travail que vous avez fait pour le compte du ministère de l'Éducation. Si vous pouviez nous Bien présenter sûr. rapidement le contexte et l'enjeu dans lequel vous avez réalisé ce travail, justement. Oui, c'est donc bien sûr, puisque c'est au cœur de notre échange. Donc, oui, j'ai accepté aussi, disons, j'ai beaucoup interagi au cours des 15 dernières années avec deux ministères. Évidemment, le ministère de la Transition écologique pour tout ce qui concerne le Grenelle de l'environnement et des aspects liés aux lois climat, par exemple. Je me suis aussi investi récemment dans la Convention citoyenne sur le climat, mais j'ai toujours été aussi très actif, proche du ministère de la Recherche et en notre cas de l'innovation, du MESRI, l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. J'ai été très longtemps président du Haut Conseil de la science et de la technologie, et là, Frédéric Midal m'a confié, alors il y a maintenant un an, une bonne année, je crois, une mission, donc vraiment avec comme objectif, l'objectif de cette mission est assez clair. Alors, ça ne veut pas dire que les recommandations sont faciles à mettre en œuvre, mais disons, c'est comment on fait en fait pour que, elle disait, chacun d'entre vous, chaque étudiant, à la sortie de son cycle d'enseignement supérieur, que ce soit dans une école, à l'université ou quelle que soit la filière, hein, c'est pas bien sûr, disons, eh bien, sache de quoi il ou elle parle quand on parle de transition écologique. Hein. Bien sûr, je le redis, la transition climatique, les aspects climatiques sont un des aspects, je crois, importants de cette transition écologique, avec des conséquences sur la biodiversité, sur l'environnement. C'est bien la transition écologique dont on parle, c'est-à-dire vraiment, y compris les aspects sociétaux. Hein. C'est bien ça qu'il faut voir, y compris les aspects économiques aussi. Donc, comment on fait pour que les étudiants sachent de quoi ils parlent quand ils sortent de l'enseignement supérieur? Voilà, et on peut quand même force et constater que ce n'est pas le cas dans nos élites actuellement. Hein, je veux dire, beaucoup disons, de ceux qui sont, je dirais, nos décideurs politiques ou nos décideurs économiques, d'une certaine façon, hein, disons, eh bien, ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition. Hein, donc, c'est très clair. Ce sont des notions pour eux très vagues. Alors, des fois, ils arrivent à acquérir le vocabulaire, mais ils n'en ont pas une connaissance quand même suffisante. Donc, ça, c'est l'objectif. Je dois dire que ça se place pour moi dans une continuité. Hein. Je me suis intéressé aussi je me suis un peu impliqué, je me suis intéressé à l'enseigement de cette transition aussi au collège et au lycée. Hein. Je suis impliqué dans l'Office for Climate Education. J'ai été aussi auditionné pour ce qui concerne les maternelles, le primaire, le lycée. Donc, il y a une certaine continuité. Effectivement, une de mes bon, pas un de mes dadas, mais c'est vrai que je veux dire, un de mes soucis, effectivement, je dirais, si je peux contribuer, alors pas tout seul, hein, c'est toujours pareil, bien sûr, mais si on peut contribuer, disons, nous qui sommes chercheurs ou impliqués dans ces aspects de recherche, voilà, si on peut contribuer à ce que les jeunes aujourd'hui on acquiert une meilleure connaissance, ce qui est quand même le cas. Hein. Donc, bien sûr, si vous êtes là derrière l'écran, c'est le cas. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors, pour l'enseignement supérieur, ça c'est
Donc, cette mission s'est mise en place il y a maintenant pratiquement début de l'an dernier. Alors, donc avec, disons, à la fois des représentants, enfin, des participants que je qualifierais d'institutionnels, c'est-à-dire des représentants de la CPU, des différentes du CDFI, voilà, des conférences des grandes écoles, de CGE, donc aussi des organisations étudiantes. Hein, donc, il y a, je dirais, c'était des gens qui généralement sont extrêmement aussi impliqués, puis aussi disons, quelques enseignants ou personnes qui sont impliquées plus à titre personnel, par exemple, disons, dans la mise en place de parcours déjà. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on a une première série de recommandations qui ont été d'ailleurs mises, donc maintenant vous pouvez avoir accès, donc, puisque elles ont été... on a eu du mal, enfin, je le dis franchement, c'était assez long, puisque on les a remises avec, donc, on est une quinzaine dans le groupe de travail, vous en trouverez la liste à la fin de ce document, mais nous avons remis ce document avec Luc Abadi, donc, qui est rapporteur évidemment de cet avis, de ces recommandations, hein, qui m'aident beaucoup. Donc, et lui, donc moi, c'est vrai que je suis plus, je dirais, spécialiste des aspects climatiques. Luc est vraiment un des grands monsieur en France en termes de biodiversité, de transition écologique. Et donc, nous l'avons remis à Frédéric Vidal, je crois, le 8 juillet. Et voilà, et donc, il n'est rendu public qu'aujourd'hui. Vous voyez, ça a quand même été difficile, en fait, sans véritable raison. Et donc, pour ces premières recommandations, elles sont quand même très générales. Hein, donc, on n'a pas, bon, peut-être vous êtes, non, vous n'êtes pas une déception, mais c'était l'objectif d'abord de faire des recommandations générales à la fois vis-à-vis du ministère, vis-à-vis des établissements, disons, pour effectivement les inciter à prendre conscience de cette nécessité, de cette réalité. Donc, si maintenant elles sont accessibles, je ne vais pas les commenter une à une, avant je le faisais, mais vous voyez bien que ce sont des recommandations assez générales, qui sont souvent des recommandations de bon sens, hein, je le crois franchement, et dont j'espère qu'elles vont être utiles. Et là, donc, effectivement, en même temps, si vous êtes allé sur le site du MESRI, disons en même temps, il y a eu... disons, la lettre de mission pour la deuxième phase qui va être plus opérationnelle. Et là, voilà, je m'occupe aujourd'hui même de lancer les premières réunions pour cette deuxième phase, donc où il y aura peut-être plus de matière en termes de recommandations, de suggestions. Alors, vous savez bien, enfin, pas les difficultés, mais le contexte d'un avis comme celui-là, et c'est important qu'on discute avec des personnes comme vous aujourd'hui. Le contexte, c'est que eh bien, nous souhaitons, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment très bien, l'indépendance des universités, des établissements en général, pas des universités, des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit une université, école, et quelque chose, je dirais, de sacré et puis de très important. Donc, notre objectif, finalement, c'est de faire adhérer, parce que voilà, on peut dégager des pistes, mais on ne va pas dire, hein, notre rôle n'est pas de dire voilà ce que vous devriez faire. On sait très bien, enfin bon, d'ailleurs, c'est très bien ainsi, ça ne fonctionne pas comme ça. La ministre en est aussi très consciente. Ce qui nous intéresse, enfin, dans cette mission, c'est vraiment, bon, à travers des exemples, on peut dégager des pistes, mais c'est plutôt voilà ce qui se fait, voilà ce qui se fait de bien, voilà, et enfin bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est de faire vraiment adhérer les établissements. Il y en a beaucoup, il y a déjà beaucoup de choses qui se font en termes de transition écologique. Hein. Je crois que le paysage est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans. Je pense que disons, la recherche a pris de la visibilité. Les problèmes sont là aussi, hein. C'est le vrai problème. Hein. Le problème climatique est tout à fait perceptible. La biodiversité, on en parle plus qu'il y a 10 ans. Donc, il y a une prise de conscience et, voilà, et on espère effectivement que ça se traduira par une adhésion des établissements et une prise en compte, chacun dans son contexte. Évidemment, disons, cet objectif que chaque étudiant sache de quoi il parle quand il parlera de transition écologique n'a pas la même saveur dans une école d'ingénieurs ou bien, disons, pour des juristes dont il est important qu'ils sachent aussi de quoi ils parlent, parce qu'il y a beaucoup de juristes qui s'intéressent. On comprend bien qu'après, ça doit être modulé suivant les disciplines. Hein. C'est pas du tout... voilà, c'est un peu le contexte dans lequel nous allons travailler. Et vas-y, Yanis. Oui, oui Yanis, vas-y. alors,
vous avez mentionné, donc je reviens un peu dans votre... ton son. Et tu as de l'écho, Yanis. Oui, oui. Je crois que tu as de l'écho, Yanis. Non, c'est parce que Pauline a son micro qui est allumé. C'est ma faute. Oui, il y a le Tu mien peux, qui est allumé, je peux C'est l'éteindre. bon? tu peux C'est le l'éteindre. mien. Voilà. Non, c'est pas un problème. Vous pouvez garder le micro allumé, Monsieur Josel. Vous avez mentionné plutôt que les décideurs n'avaient pas une connaissance suffisamment éclairée des enjeux, des enjeux écologiques et des enjeux environnementaux. Et vous avez dit, du coup, il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Mais selon vous, quel rôle les étudiants ont-ils face aux décideurs? Bah, disons que, euh, quand même, pour beaucoup des étudiants, disons, je ne dis pas que vous serez les décideurs de demain, mais il y en a parmi vous qui serez les décideurs de demain, et de toute façon, vous aurez une place dans la société. Je pense que, disons, on est quand même devant quelque chose qui est fondamental. Nous affichons en Europe, nous affichons en France une neutralité carbone à horizon 2050. C'est un bouleversement complet du mode de fonctionnement de nos sociétés. Je pense que vous en rendez compte. Donc, comment on l'appréhende si on n'a pas une connaissance aussi de l'économie, des aspects sociétaux, des aspects économiques, je le dis bien. Donc, quand on parle de transition, ce n'est pas simplement, je dirais, la perte de biodiversité. Donc, c'est comment on fait évoluer nos sociétés, je dirais, vers une société sobre en carbone qui soit attractive pour votre génération. C'est ça l'objectif. Et bien sûr, vous avez un rôle à jouer. D'abord, vous avez un rôle à jouer actuellement. Je pense que les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui, vos générations, bon, il y a une prise de conscience, évidemment, peut-être bon, la figure de Greta Thunberg est peut-être trop emblématique parce que justement, c'est un mouvement de fond et donc il y a une prise de conscience des étudiants. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Bon, moi-même, j'ai beaucoup de demandes, par exemple, bon, ce sera 600 étudiants de Polytechnique la semaine prochaine. Donc, je veux dire, des écoles qui étaient très éloignées de tout cela il y a une vingtaine, justement, qui forment des élites, ne s'intéressaient pas à cela. C'est très clair. Enfin, je suis très proche des enseignants. Il n'y avait pas un véritable intérêt. Ça change complètement, y compris disons, disons, les directions d'école sentent qu'ils ont un rôle à jouer. Donc, mais les étudiants l'ont. Les étudiants l'ont parce que, disons, il y a un problème d'entraînement. Je dirais, et c'est vrai, je pense que les jeunes, enfin, votre génération, vous avez pris, je crois que vous avez pris conscience de la réalité, de la nécessité de cette transition. Alors, vous avez pris conscience, mais je dirais, les étudiants avec lesquels je suis en contact, avec lesquels j'interagis, ont pris conscience. Ma difficulté, c'est là que vous avez un rôle, c'est que je ne sais pas quelle proportion, par exemple dans vos promotions, sont vraiment intéressés, se sentent vraiment impliqués. J'ai le sentiment qu'il y a dans chaque école, dans chaque établissement, allez, 10-20% d'étudiants disons, qui sont motivés. Et c'est ça le rôle. Votre rôle, c'est effectivement, puisque nous, notre objectif, ce serait de toucher 100% des étudiants, déjà à l'intérieur de vos établissements, et j'imagine que vous le faites, c'est d'entraîner l'ensemble enfin, voilà, de l'école, de l'établissement. D'où vous soyez, vous comprenez bien, en interne, il y a quand même, j'imagine, donc ça va varier d'un établissement à l'autre, mais une certaine proportion de jeunes de vos générations qui s'y intéressent, ce n'est pas 100%, on le sait bien. Donc voilà, donc c'est comment on fait, et ça c'est un rôle important. Ensuite, nous comptons beaucoup, et c'est ça qui est important, et nous le disons au sein nous le disons vraiment au sein de ce groupe de travail, nous comptons beaucoup sur les étudiants pour entraîner les établissements. Donc, entraîner les autres étudiants, l'ensemble d'une promotion, mais entraîner vos établissements aussi. On voit bien que
si par exemple Polytechnique se bouge un peu, je cite le cas parce que comme j'y vais la semaine prochaine, je suis navré, hein, c'est parce qu'il y a eu quand même dans les 15 000 signataires de l'appel l'an dernier, un certain d'entre vous, je crois, enfin peut-être maintenant il y a 2 ans, disons, de ces écoles, il y avait une partie enfin, il y avait, parmi ces étudiants, il y avait des étudiants de Polytechnique et d'autres écoles. Et donc disons, le fait que ces écoles, enfin, disons, des étudiants de ces écoles ou des universités, hein, c'est pas parce que c'est aussi important, eh bien, vous avez un rôle important à jouer. On ne réussira pas notre mission ne réussira pas à atteindre son objectif si on ne réussit pas à mobiliser les étudiants. Donc ça, pour nous, c'est très important. Donc, selon vous, nous, en tant qu'étudiants, on aurait un rôle quand même important à jouer. Et pour les enseignants, est-ce qu'ils auraient un rôle égal, un peu moindre et en fonction Non, de leur c'est un rôle? rôle. C'est un rôle différent. D'abord, on a une question qu'on nous pose et qui n'est pas simple. C'est que, disons, vu l'ampleur de la tâche, beaucoup d'enseignants se posent la question de leur propre formation. Finalement, ce dont on se rend compte, oui, mais c'est pas un scoop, mais il y a quand même peu d'enseignants formés eux-mêmes, hein, donc disons, à être capable de parler de la transition écologique. Je veux dire, ça demande un certain travail, un certain investissement. Ensuite, de la part des enseignants, eh bien, chacun, mais vous le savez bien aussi, chacun a son précaré. Moi, je ne suis pas enseignant. Hein. J'ai donné quelques cours comme ça, mais je ne suis pas professeur. Hein. Moi, j'étais directeur de recherche au CEA, j'y suis toujours. Mais donc, j'ai fait souvent des conférences à des étudiants, c'est pas cela, mais je n'ai jamais organisé un cours. C'est pas pareil, je le sais très bien, je n'ai jamais été responsable d'un master ou voilà, ou même d'une école doctorale, j'aurais pu, mais ça, j'aurais pu, ça aurait pu se trouver parce qu'on nous sollicitait aussi pour le faire, mais voilà, j'ai plus une carrière de recherche que d'enseignant, donc c'est pas, mais ces enseignants, ils ont vraiment un rôle à jouer parce que, voilà, il y a tout le problème de cette formation des enseignants, et puis, il ne faut pas qu'ils défendent, ils ont un rôle à jouer, je dirais, de collectif. C'est-à-dire que ces enseignants, on sait que si on veut faire un peu de place à des enseignements plus spécifiques à la transition, globalement, c'est quand même aux dépens d'autres enseignants. Donc, voilà. Ça, c'est un point. Bon, Jada, il faut peut-être aussi que certains enseignants réfléchissent à la dynamique d'un établissement voilà, c'est-à-dire peut-être, je ne dirais pas de faire des sacrifices, mais vous voyez bien, d'accepter une organisation. Ensuite, il y a aussi un autre point qui est très important dans ce type d'enseignement, c'est très largement multidisciplinaire. Donc, forcément, quel que soit le type d'établissement, voilà, donc c'est aussi construire. Il y en a qui le font. Hein, je ne veux surtout pas des enseignants qui construisent leurs enseignements avec leurs collègues et voilà, des juristes avec des spécialistes du climat. Tout ça, ça commence à se faire. Mais on voit bien que c'est aussi une approche très pluridisciplinaire, normalement, enfin, on la souhaiterait, nous. Hein, disons donc, vous voyez bien que les enseignants, ils sont aussi au cœur du système. Ils ne sont pas du tout, on compte beaucoup, mais ce n'est pas le même rôle que les étudiants. Donc, est-ce qu'ils sont plus importants ou pas pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que je vais dire. Je ne vais pas vous dire que les deux sont un peu. Je ne les placerai pas au même niveau. Je ne vais pas classer, mais les deux, il faut que ça marche. Et les directeurs d'établissement aussi, et le ministère aussi. Le ministère, s'il ne soutient pas financièrement, disons, c'est aussi peut-être des heures supplémentaires. Enfin, voilà. Disons, si on veut arriver vraiment à un objectif palpable, notre idée, c'est que je dirais, dans chaque nouveau contrat d'établissement, eh bien, il soit fait vraiment une part significative, enfin, intéressante à cette dynamique de transition écologique, qu'elle soit inscrite dans le projet d'établissement. Donc, on voit bien que sur les notre espoir serait que sur les 4-5 prochaines années, c'est-à-dire au rythme de renouvellement des établissements, des plans quinquennaux, oui, c'est ça, eh bien, disons, dans tous les prochains plans, eh bien, les établissements alors, ne soient pas forcés, mais se sentent finalement, adhèrent à cette stratégie et mettent
en place dans leur prochain contrat d'établissement. Alors, ils peuvent le faire avant, hein, mais disons que ça soit vraiment en place dans tous les contrats d'établissement qui seront nouveaux à partir, je dirais peut-être pas de la rentrée prochaine, mais de la rentrée suivante. Hein, ça serait ça le type d'objectif. Et là, vous voyez bien que tout le monde est concerné dans un établissement. Et quel type d'enseignement pensez-vous devrait être enseigné précisément aux étudiants? Et est-ce que ces enseignements devraient être évidemment théoriques, mais également pratiques, par exemple? Est-ce que l'écologie, c'est une pratique? Ah, ça peut, oui, bah, je pense que ça dépend. Bon, dans nos domaines, par exemple, bon, bon, moi, par rapport à cela, c'est déjà, bon, ce type d'enseignement, bon, vous prenez, nous, enfin, disons, bon, donc moi, ce que je connais bien, c'est Sorbonne Université ou maintenant Paris-Saclay. Donc, il y a des laboratoires comme les nôtres, donc le laboratoire de l'Institut Percival-Laplace, ça représente maintenant 9 laboratoires. Bon, disons, dont les enseignants, ça représente un nombre d'enseignants quand même assez important, dont les enseignants sont directement impliqués dans des disciplines liées à l'évolution du climat, à la biodiversité, à l'hydrologie. Donc, pour eux, c'est leur vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas forcément une organisation supplémentaire. Je dirais que disons tout ce qui concerne les aspects externes, l'environnement externe, hein, pas la géologie, mais tout ce qui concerne notre environnement externe au sens large, toutes ces disciplines sont déjà prêtes, s'inscrivent déjà ils inscrivent déjà ce type d'enseignement dans leur cursus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas mieux réfléchir à la façon dont ils le font, mais même là, il y a aussi des interactions avec les économistes, avec disons, toutes les disciplines et sociologues qui devraient se mettre en place. Il y a des choses qui se font. Par exemple, sur Sorbonne Université, il y a des liens entre Sciences Po et voilà, des enseignants de nos disciplines. Comment faire? Bon, moi, j'ai pas de. Maintenant, dans les autres disciplines, c'est ce à quoi on va réfléchir. Est-ce qu'il y a des suggestions? Nous, ça serait, je pense que le niveau disons, d'appréhension de disciplines comme le climat est forcément différent pour une personne de nos disciplines que pour une juriste qui va éventuellement s'intéresser à l'environnement, que pour, je dirais, un futur médecin pour lesquels les problèmes de santé et d'environnement deviennent aussi un volet de plus en plus important. Donc, il y a déjà des enseignements. Hein. Donc, il n'y a pas de discipline qui puisse se dire, il y a aussi des philosophes qui s'intéressent à l'environnement, il n'y a pas vraiment de discipline qui puisse se dire, je ne suis pas concerné. Mais il est évident qu'il doit y avoir une grande modularité du type d'enseignement par rapport au cursus principal des personnes. Mais on essaiera probablement de faire des suggestions, mais c'est justement notre travail. La question que vous me posez, j'aimerais mieux y répondre quand nous rendrons notre rapport sur la deuxième phase. C'est ça notre objectif. Et là, moi, je vois bien ce que moi je proposerais, mais je ne souhaite pas le faire à titre. Enfin, je veux dire, sur le climat, je sais ce que je proposerais disons, il y a vraiment des choses qui me semblent nécessaires de connaître de façon assez générale. Voilà, mais disons, je n'ai pas d'enseignement type et ça sera très modulaire. Donc voilà, c'est un peu, je botte un peu en touche, mais bon, il faut quand même, bon, bon, quand même, bon, je veux dire, j'aimerais qu'à la sortie de l'enseignement supérieur, quand on demande à un jeune, bon, est-ce que vous êtes capable de me dire en quoi le réchauffement climatique est lié aux activités humaines, que la réponse ne soit pas stupide. Hein, donc, des fois, elle l'est encore par certains. Donc, vous voyez, bon, ça dépend du niveau, mais au moins qu'on sache élaborer là-dessus, comprendre quelles sont les principales causes, disons, sans parler du fonctionnement du système climatique en détail, mais en quoi nos activités, par exemple, jouent sur le climat, notre environnement. Il y a aussi des causes naturelles de variation, avoir une idée de tout cela. Donc,
pas forcément sur un aspect, bon, ça peut être quantitatif, bien sûr, ça peut être avec de la modélisation, sinon, mais ne serait-ce que de façon tout à fait qualitative, savoir en parler, voilà, il y a des choses, il y a des ordres de grandeur qu'on doit savoir, il y a des, voilà, disons, avoir des réponses. Moi, je parle souvent de réponses d'honnête homme. Hein, je veux dire, vous comprenez bien, c'est-à-dire d'être capable d'en parler correctement. Et ça, c'est le minimum hein, sur des questions aussi simples que cela. Ou bien, ou sur les solutions. Disons, est-ce que être capable de parler des solutions, de leurs avantages, voilà, y compris, disons, au niveau sociétal, d'avoir un peu une idée de la géopolitique planétaire. Hein, donc, aussi bien en termes de biodiversité, tout cela, c'est bon. En gros, je pense que beaucoup des gens qui suivent l'actualité au jour le jour ont déjà une bonne connaissance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, ça serait ça le minimum. Et ensuite, évidemment, si vous êtes dans des disciplines qui appellent des connaissances plus pointues, ce qui est souvent le cas, évidemment, vous les acquérez. Mais le minimum serait que tout le monde sache de quoi il parle. C'est ce que voilà. Ok. Et vous évoquiez tout à l'heure la proportion des élèves qui étaient intéressés par le développement durable dans les écoles. Ce pourcentage n'était pas très élevé. Oui. Comment Je ne sais pas, c'est faudrait-il vous qui faire pour savez, les... c'est pas moi. Oui, ben, oui, c'est un peu la réalité, malheureusement. Comment Oui. faudrait-il faire pour les intéresser plus à ce sujet et là encore, je reviens, Eh bien, c'est le rôle des élèves, plus oui. de l'école, même peut-être même Je du pense ministère. oui. Enfin, disons, oui, le ministère, enfin, en nous confiant ce groupe de travail, nous allons faire des recommandations. Je le redis, ça ne va pas être ça va vraiment être enfin, des recommandations au sens des suggestions, mais je veux dire, avec l'espoir que les établissements s'en emparent. Et une fois que ça sera dans le cursus, voilà, bon gré ou mal gré, enfin, de bon gré ou de mauvais gré, les étudiants, hein, il y a ceux qui s'y intéresseront naturellement, mais les autres, si c'est dans le cursus, donc ils s'y intéresseront, voilà, je dirais presque, enfin, pas de force, mais enfin, disons, ils iront. Donc, il me semble que si ça fait partie intégrante des enseignements, si c'est plus pris en compte dans les enseignements, eh bien, ça contribuera à entraîner plus d'étudiants à regarder ça d'un œil, disons, en tout cas, plus averti, peut-être à rejoindre plus ceux qui sont comme vous, je l'imagine, plutôt en avant sur ces aspects et plutôt engagés, j'imagine. Ça marche, merci. Je crois qu'Yanis, tu avais une question. Tout à fait. Donc, vous avez dit effectivement, il est important que les étudiants aient une connaissance générale des causes, des conséquences et de la géopolitique actuelle. Est-ce que vous pensez de quelle façon et quels moyens en fait on pourra enseigner aux gens au jour le jour à avoir un comportement qui soit plus écologique? Est-ce que vous pensez que c'est aussi, Ah, est-ce que le général et le particulier sont aussi importants? oui, je pense qu'il faut aussi parler des solutions. Hein, donc, je pense qu'il faut parler des solutions à mettre en œuvre. Bon, par exemple, moi, si j'étais à un bon point de départ des solutions à mettre en œuvre, ne serait-ce que prendre les 150 propositions des 150 citoyens, ça permet de réfléchir. Hein, donc, je ne sais pas si vous les avez regardées, mais c'est vraiment très riche. Donc, même si elles ne sont reprises que très partiellement dans le projet de loi. Mais disons, on voit bien déjà un groupe qui a réfléchi. Donc voilà, s'intéresser à des choses comme la Convention citoyenne. Bien sûr, l'actualité ne sera plus de la Convention citoyenne dans 2 ou 3 ans, il y aura une autre actualité. Mais on voit bien que ça sera, disons, si nous voulons vraiment réaliser cette transition, ne serait-ce qu'au cours des 10 prochaines années, ça va être essentiel disons, les engagements de l'Europe, par exemple. Prenons les engagements de l'Europe de diminuer le moins 50, enfin, disons, un objectif de moins 55% des émissions par rapport à 90. Si on veut sérieusement le prendre au sérieux, eh bien, ça va quand même bouleverser beaucoup de notre mode de vie. Voilà, on parle de véhicules électriques, on peut parler de tout ça. Il y a aussi des développements technologiques, il y a aussi les petits gestes. Donc, ça va aussi, on n'y arrivera pas sans sobriété. Je dirais ça, ce sont plus ces petits gestes. Donc, il y a quand même
enfin, pour moi, je pense que la réussite de la transition, parce que c'est bien de ça dont on va parler, c'est bien ça qui va vous concerner. Je crois quand même que l'objectif de l'accord de Paris, je le redis souvent, mais je dis souvent que votre génération, vous êtes doublement concernée, parce que vous êtes concernés si on ne fait rien. C'est vraiment un monde assez difficile à vivre qui vous sera offert dans la deuxième partie de ce siècle, hein, pour la lutte contre le réchauffement climatique ou la perte de biodiversité ou l'environnement. Et si on veut prendre, disons, si on veut l'idée de l'accord de Paris, c'est quand même bien en gros, de prendre des mesures pour que le climat que vous connaîtrez dans la deuxième partie de ce siècle, eh bien, vous puissiez vous adapter sans trop de casse. Hein, c'est bien ça l'objectif. Mais cet objectif, il passe par un effort immédiat et c'est votre génération. Vous allez avoir beaucoup des décisions en main. Hein, donc, disons, je pense vraiment que pour beaucoup d'entre vous, je me répète souvent, mais aussi bien dans votre vie, enfin, vous aurez dans votre vie professionnelle, il n'y a pas un secteur d'activité qui pourra se dire la transition, ce n'est pas mon problème. Ou alors on ne la fait pas. Hein, mais si on la fait au niveau auquel elle est affichée, cette transition, au niveau européen, mondial, on parle de neutralité carbone en 2050, c'est quelque chose, c'est un bouleversement fondamental avec des innovations technologiques, des innovations sociétales, mais aussi de la sobriété. Ah, disons, ce ne sont pas non plus les innovations, ce n'est pas simplement la technologie qui nous sauvera, qui nous permettra d'atteindre la neutralité carbone. C'est aussi, donc c'est pour ça, c'est à la fois, je pense qu'on peut dire que pour réussir cette transition, elle ne sera réussie que si, disons, dans votre vie, enfin, pratiquement, j'imagine que chacun dans votre vie professionnelle, vous aurez l'opportunité, disons, effectivement, d'essayer d'inscrire votre activité dans cette transition, parce que d'abord, ça sera nécessaire économiquement, ou bien alors on ne la fait pas. Mais mettons-nous dans l'hypothèse où les engagements pris par les États, il faut quand même voir que cette neutralité carbone, l'engagement est pris par l'Europe, par la France, par la Chine en 2060, par les États-Unis, par 80 pays. Hein. Donc, je parle quand même de choses, disons, d'un engagement qui est au moins pris sur le papier. Alors, malheureusement, je ne suis pas du tout sûr qu'il sera respecté, mais disons, partons de l'hypothèse où ces grands pays, disons, tiennent leur engagement. Et ça veut dire que c'est un bouleversement entier. Il y a tout, il y a tous les aspects, développement technologique, développement, enfin aussi bien sûr des innovations, si elles sont vraiment porteuses de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi de la sobriété, il y a aussi des petits gestes. Donc c'est à la fois dans la vie, dans votre vie professionnelle et ensuite dans votre vie privée, dans votre vie de tous les jours comme citoyen, que vous pourrez intervenir et qu'on peut déjà intervenir, ce n'est pas le problème. Mais voilà, donc il n'y a pas comme ça un domaine dans lequel il faut agir. Ça, disons, si on veut réussir, ça doit s'inscrire dans une certaine continuité, me semble-t-il. Et est-ce qu'il y aurait du coup une urgence, une sorte d'urgence, oui, à développer l'éducation On ne t'entend pas là, Pauline. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que tu peux répéter, Pauline? Je n'ai pas entendu. Oui. Vous parliez du coup coupé, Pauline. Vous m'entendez là? On m'entend? Oui. Ok. Oui, du coup, vous parliez du fait que voilà, il faut passer cette transition écologique, écologique, et on va devoir avoir un bagage, j'imagine, même plus tard dans nos métiers professionnels, comme vous avez dit, l'environnement, ça touche presque tous les métiers. Est-ce qu'il y aurait ainsi une urgence à développer une éducation à l'environnement, par exemple dans le supérieur, vu que ça nous concerne directement? Ou est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, l'éducation est assez... Est-ce que vous parlerez d'une urgence à développer ou on est en bonne voie? Oui, pour moi, il y a urgence. Il y a urgence quand même. Il y a, disons, ce qui s'est passé depuis... alors, ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 ans, c'est depuis l'accord de Paris, je dirais. Là, disons que les accords de Paris ont eu un impact, me semble-t-il, disons, ont donné une visibilité au niveau français d'un pays, enfin, disons, au niveau européen aussi, de ces aspects. Il y a aussi le fait que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui devient perceptible. Hein, disons, même si ce n'est pas encore dangereux, la perte de biodiversité, on en parle de plus en plus. Voilà, donc il y a une vraie prise de conscience. Donc, mais
il n'y a pas pour le moment, il y a donc de cette prise de conscience sont nées beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'établissements qui prennent déjà des initiatives en ordre dispersé, mais qui sont tout à fait bienvenus. Hein. Je peux citer, il y a disons par exemple notre groupe de travail, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent être auditionnées parce que qui viennent nous dire, mais nous on fait déjà ça, voilà ce qu'on fait, on aimerait bien vous le présenter. Hein, voilà. Mais il n'y a pas, disons, entre les initiatives qui existent et dont nous avons connaissance et qui sont tout à fait bienvenues, il y en a de plus en plus, il n'y a pas vraiment une montée en puissance complète et surtout pas d'organisation. Parce que les enseignants vous disent que pour organiser ces enseignements, eh bien, effectivement, il faut un peu réfléchir collectivement dans une université, dans un établissement, que chaque enseignement donne un peu de sa place. Je ne vais pas me répéter, mais tout ça, c'est pas forcément, c'est en œuvre dans certains établissements. Ce n'est pas dans l'ensemble des établissements. Et notre souhait, mais ça progresse. Depuis 4-5 ans, il y a eu un vrai progrès de prise de conscience. Je le redis, Polytechnique est en train de mettre il y a plein d'écoles qui sont en train de mettre des programmes en dehors de nos recommandations. Donc, finalement, nos recommandations viendront peut-être un peu tardivement par rapport à certaines écoles, à certains établissements, à certaines universités. C'est très bien. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que l'ensemble des établissements prennent ce chemin. Et ça, je crois que c'est ce que souhaite la ministre et on en est encore loin quand même. Même s'il y a beaucoup d'exemples, et ça, je crois qu'il y a une prise de conscience assez rapide dans beaucoup d'établissements. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Jouzel, de nous avoir accordé cette interview. Il est temps maintenant de passer à la deuxième partie de cet entretien, qui est en fait les questions étudiantes. Vous pourrez pendant 15 minutes, via le chat, envoyer les questions que vous voulez à M. Jouzel, qui y répondra, je l'espère, plutôt de bonne manière. N'hésitez donc pas. Donc, on a une première question qui est posée par un étudiant, qui est est-ce que vous pourriez, monsieur, parler des résultats de vos recherches et qu'est-ce qu'on va savoir sur l'évolution du climat? Oui, je peux parler, mais là, je peux prendre une journée ou deux hein, avec vous. Donc, oui, moi, bon, disons les travaux dans lesquels j'ai été directement impliqué, disons que c'est la reconstruction des climats du passé sur une période, disons, couverte par des carottes de glace. Hein, disons que si vous allez en Antarctique ou au Groenland, la neige tombe à la surface et puis les couches de neige, disons, s'enfoncent et puis progressivement, sous leur propre poids, ça se transforme en glace, à peu près entre 50 et 100 mètres, ça dépend du site. Et puis donc, en gros, l'idée, c'est que plus vous vous enfoncez, plus la glace est vieille. En Antarctique, on remonte jusqu'à 800 000 ans actuellement, au Groenland jusqu'à 100 000 ans. Et quand on analyse cette glace, donc évidemment, il faut aller la forer, donc c'est un gros travail. Eh bien, l'analyse de la glace nous permet de reconstituer les températures à laquelle la neige s'est formée, c'est-à-dire les températures du site au moment de la formation de la précipitation. Ensuite, bon, ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Et puis, par exemple, mes collègues de Grenoble s'intéressaient, eux, à l'extraction des petites bulles d'air qui permettent de reconstituer l'atmosphère du passé. L'intérêt des glaces polaires, c'est que ce sont les seules archives climatiques qui permettent à la fois de reconstituer le climat et, sur les mêmes archives, la composition de l'atmosphère. Et donc, parmi les principaux résultats auxquels disons, c'est vraiment un travail collectif. Hein. Disons, le projet de Vostok, c'était avec le laboratoire de Grenoble, Claude Lorius, Dominique Reynaud, beaucoup d'autres personnes. Et avec le forage avait été fait par des foreurs soviétiques à l'époque, hein, c'était dans les années 80. Eh bien, les premiers travaux nous ont permis de montrer le lien entre climat et effet de serre sur 150 000 ans, c'est-à-dire en période glaciaire, il y a moins d'effet de serre, moins de CO2, moins de méthane qu'en période chaude. Alors à ces échelles de temps, ce n'est pas l'effet de serre qui est le moteur des changements climatiques, c'est la position de la Terre sur son orbite, mais l'effet de serre en étant un amplificateur. Voilà. Et depuis, j'ai eu la chance de participer à tous les grands projets au Groenland, en Antarctique, et ça, c'est vraiment... Et bien sûr, je me suis intéressé aussi un peu moins, disons, à
à l'ensemble des archives climatiques. Et moi, ce qui m'a intéressé, je le redis de façon très simple, c'est en quoi ces données du passé nous apportent des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. C'est le lien que j'ai fait. Donc voilà, c'est ça qui m'a toujours intéressé et qui m'intéresse toujours. Ça marche. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une autre question. Vous avez évoqué l'engagement des États. Selon vous, dans quelle mesure les COP sont-elles efficaces aujourd'hui et quels sont les principaux axes d'amélioration? Si vous Donc pouviez les COP répondre sont... rapidement. Merci, On a pas Pauline. mal de questions, c'est génial. Merci beaucoup tout le monde. J'espère qu'on pourra toutes les poser d'ici 15 heures. Donc oui, les COP sont, disons, donc redire, alors, donc, la Convention climat, je vais redire le contexte des COP, la Convention climat s'est mise en place en 1992, c'est au sommet de la Terre, au sommet de la Terre de Rio, et donc il y a eu une convention sur la biodiversité, une convention sur la désertification, et chacune de ces conventions se met en place donc avec une réunion annuelle, une réunion plénière annuelle qu'on appelle conférence des parties, COP, Conference of Parties. La première, disons, la convention climat a commencé dès en 1995, donc c'est à Berlin, et dès la troisième, c'est à Kyoto, donc c'est l'accord de Kyoto, le protocole de Kyoto. Et nous en sommes donc à la COP 26, disons qui a été décalée d'un an à Glasgow l'an prochain, oui, non pas l'an prochain, cette année, en fin d'année normalement. Voilà, j'espère que tout ira bien. Et bien sûr, c'est une grande conférence annuelle. Il y a aussi plein de conférences préparatoires. Moi, j'ai eu la chance de participer aux 20 dernières COP, enfin depuis 2001, aux 19, parce qu'il n'y a pas en 2020, aux 19 dernières COP, au titre de la délégation française, donc ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, et donc dans les textes, pour moi, alors, donc les textes, je veux dire, c'est assez intéressant, parce que je ne vais pas être trop long, mais les textes produits, disons, par les COP me semblent extrêmement ambitieux. Par exemple, j'adhère aux objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. J'y adhère pleinement. Et je dirais que ça s'appuie largement sur le 5e rapport du GIEC. Donc, on a l'impression, en lisant les textes, disons, en regardant les textes qui sont issus de ces conférences climat, je parle bien des textes, et bien que la parole, disons, on ne fait pas de recommandations, mais non, le diagnostic des scientifiques a été entendu. C'est vrai dans les textes, mais dans le même texte de l'accord de Paris, eh bien, c'est qu'il est noté que les engagements pris par les pays sont loin d'être à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est ça la difficulté. Disons, d'une certaine façon, on peut dire que les gens qui se réunissent dans la Convention climat, et disons les chefs d'État viennent quelquefois, eh bien, en tout cas, c'était le cas à Paris. Il y avait beaucoup de chefs d'État qui étaient là. C'était le cas à Copenhague, les grandes réunions. Il y a eu 3 grandes réunions, Kyoto, Copenhague, Paris. Disons, entre-temps, ce sont des réunions moins importantes. Disons, 3 accords. Eh bien, on a l'impression que, disons qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les textes sont là. La difficulté, et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai au niveau mondial, on est loin du compte par rapport aux objectifs. Les engagements ne sont pas à la hauteur. C'est ça le problème. On a quand même le sentiment que les décideurs politiques, ceux qui se retrouvent, disons, à ce niveau-là, ont une certaine compréhension, disons, s'appuient réellement sur le constat des scientifiques. Ça marche relativement bien. La difficulté, c'est dans l'action. Disons, la rédaction des textes, généralement sont tout à fait à la hauteur. Mais l'accord de Paris, il faudrait multiplier par 3 les engagements d'ici 2030 pour 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. C'est la réalité. Donc, c'est ça la réalité. Donc, je pense que les COP sont utiles pour terminer là-dessus. Mais voilà, il faudrait que les engagements qui y sont pris soient tenus. Et c'est ce que j'ai dit, mon espoir que donc, cette idée d'une nécessité de neutralité carbone en 2050 devienne réalité. Ça marche, merci beaucoup. Merci Yannis, je crois que tu avais une question. Alors, j'ai une question toujours du public. Alors, au regard du dernier rapport du GIEC qui prévoit un dépassement du seuil de 1,5 degré d'ici 2030, si la transition n'est pas suffisamment importante, sans vouloir minimiser l'impact des étudiants, ne pensez-vous pas qu'il faudrait éduquer les générations qui sont actuellement au pouvoir et qui semblent, selon vous, assez ignorantes, du moins en partie? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je suis d'accord là-dessus. Donc, il y a beaucoup à faire.
D'ailleurs, j'ai un collègue avec qui j'échangeais tout à l'heure qui me disait oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les élus locaux? Alors, y compris, lui, il s'intéressait aux élus, aux décideurs locaux qui ont un rôle très important. Hein, donc, on voit bien que là aussi, chaque élu, par exemple, dans une commune, souvent dans beaucoup de communes, disons, il m'arrive assez souvent d'aller effectivement dans des communautés d'agglomération et tout. Donc, là aussi, la personne que je rencontre qui m'accueille, généralement, le responsable d'environnement est toujours disons, très engagé. Généralement, dans chaque commune, il y a quelques personnes qui se sont engagées sur ces problèmes environnementaux, mais beaucoup d'entre elles, de ces personnes, me disent, mais qu'est-ce qu'on est isolé au sein du conseil municipal? Donc, voilà, donc, certains ont l'impression de prêcher dans le désert. Sinon, des climato-sceptiques, il y aura toujours du climato-scepticisme. Donc, oui, il faudrait disons, par exemple, voilà, on ne peut pas forcer, mais ça serait tout à fait pertinent que chaque élu soit là aussi, on applique ce que l'on dit vis-à-vis des étudiants à chaque élu de ce pays. Hein, c'est-à-dire qu'il devrait être au courant, pas simplement, comme ça arrive encore, moquer un petit peu et mettre dans un coin le responsable, il y en a toujours, un responsable de l'environnement dans chaque commune ou dans chaque métropole, bien sûr. Je dirais que tous ces responsables d'environnement sont très engagés, mais souvent, ils avouent prêcher dans le désert, sinon certains être ridiculisés. Hein, donc, il y a beaucoup à faire au point de vue des décideurs politiques, au sens large, hein, les élus locaux, les élus régionaux, tout cela. Il y a beaucoup à faire au point de vue sur le plan des décideurs économiques. C'est très lent la perception que eh bien, l'économie est au cœur de notre transition. Et on voit bien la difficulté, même dans le plan de relance actuel, eh bien, on est obligé pour faire plaisir disons, à certains secteurs d'activité, on comprend aussi qu'il y a des emplois à la clé, eh bien, on continue à soutenir des secteurs d'activité, y compris dans le plan de relance actuel, des secteurs d'activité qui manifestement vont continuer à contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit bien que il y a beaucoup de décideurs économiques, des lobbies, certains secteurs qui continuent disons, à tout faire pour. Je veux dire, je ne veux pas non plus jeter la pierre. Hein. Donc, quand vous êtes dans un secteur, si vous êtes dans le secteur de l'aviation, c'est sûr que ça vous tombe, disons, cette nécessité de modifier. Disons, on ne peut pas continuer un rythme de développement comme c'était anticipé par certains, me semble-t-il. En tout cas, eh bien, ça pose des questions. Donc, ce n'est pas du tout pour jeter la pierre quand vous êtes engagé dans un secteur d'activité. Vous avez envie aussi qu'il se développe. Mais voilà, c'est tout cela. Donc, l'éducation de tous ces décideurs économiques, ces décideurs politiques, au sens très large, n'est pas forcément à la hauteur et requiert, enfin, on a envie de le faire. On fait tous, enfin, disons, dans nos établissements, on a aussi des projets de formation permanente, mais il n'y a absolument pas d'obligation. Et on voit bien qu'il n'y a pas. On fait des séminaires dans tous les sens. Moi, je n'arrête pas de faire des séminaires, des rencontres, d'y participer. Voilà, je le fais aujourd'hui avec vous, mais ça m'arrive dans des entreprises ou bien à des élus locaux. Je suis très souvent invité. Les plans climat-énergie territoriaux dépendent des communautés d'agglomération et je suis très souvent invité à intervenir. Et donc, je vois bien comment ça se passe. Donc, il y en a qui font l'effort, mais bon, même si moi je le fais 10 fois par an ou 20 fois par an, ça ne touche qu'un disons qu'une petite portion d'élus. Et voilà, donc ce n'est pas suffisant. Moi, je le fais à ma hauteur, mais il n'y a pas une vraie formation qui me semblerait souhaitable, effectivement. Disons, c'est très ponctuel à chaque fois. Ça marche. Merci beaucoup pour votre réponse. On arrive à la fin de cette conférence. Merci vraiment, Monsieur Joseph, pour cet entretien. Et merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci pour vos questions. Je crois qu'on en avait une ou deux qu'on n'a pas pu poser. L'entretien sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de TBS. Et pour les étudiants, vous pouvez maintenant vous connecter à votre prochain atelier ou votre prochaine conférence. Voilà. Merci beaucoup, merci Pauline, merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi, merci. Bon après-midi.